Pues vamos a Bien, alors nous allons continuer. Vamos a seguir con Nous nuestra allons segunda continuer avec notre conversación, esta primera deuxième conversación. conversation. Bueno, Eh como habéis bien, visto, comme se vous ha avez pu centrado observer, on s'est muy centré claramente en un país clairement y sur en lo que se un está pays sucediendo et en Gaza, ¿no? sur Y ce cómo qui a las lieu à palabras, Gaza et como comment les mots, nos sugería comme mienten disait y matan, effectivement la importancia, decía Camus, mentent de la et necesidad de ils tuent. decapar el lenguaje, Et c'est ¿no? Como pourquoi, también lo comme explicábamos disait ayer très bien en la Camus, exposición. ce Por eso, besoin de décaper le en esta langage, nueva n'est-ce pas? C'est pourquoi dans cette tenemos prochaine con conversation, nosotros nous avons parmi a nous trois personnalités personnalités du monde de la culture, trois univers aussi différents, pour qu'ils nous disent effectivement ce qu'ils comprennent comme le fait de décaper le langage. Se trouve parmi nous donc Samar Yazbek, qui nous avait déjà visité lors de notre première édition et auquel je souhaite la bienvenue. Et merci d'une fois de venir. C'était également une finaliste de 4e prix de Mérida, aussi Javier Goma, et qui est également le directeur de la Fondation Juan March, directeur et commissaire, et il va nous parler. Et ensuite Alfredo Jarre, qui avait aussi l'un de nos invités en 2019, artiste, et l'un des finalistes également de 4e prix. Avec eux, je vous laisse donc dans cette conversation. Bien, bonjour à vous tous. Je suis enchanté d'être ici, très honoré, et aussi très honoré d'être avec autant d'intellectuels brillants qui nous accompagnent. Je suis un architecte qui fait de l'art. Je n'ai jamais fait des études d'art, et c'est une liberté énorme que nous avons, car je sais ce que c'est, donc je l'invente au fur et à mesure que j'avance. Et pour un architecte, le contexte c'est tout. C'est pourquoi ce que j'ai fait comme artiste, c'est toujours répondre au contexte dans lequel je vis. Et de tant de définitions de l'art, j'ai toujours retenu celle de Nishiwa Achebe, un architecte que personnellement j'ai connu avant de nous quitter de ce monde chinois, disait que l'art, c'est l'essai de changer l'ordre des réalités qui nous apparaissent. Changer l'ordre de la réalité qui nous est offert. Comment peut-on changer cet ordre des réalités? Je ne le sais pas. Et c'est la raison pour laquelle je suis artiste. Chacun de mes œuvres, c'est un exercice, un essai désespéré de changer la réalité. Cette réalité horrible que nous vivons de nos jours. Pour pouvoir essayer de changer cette réalité, j'ai besoin de comprendre le monde, et ma façon de le faire a toujours été semblable. Avant d'agir, je dois comprendre le monde. C'est la raison pour laquelle mon travail exige une enquête, des recherches profondes avant d'agir. Et on m'a seulement laissé 20 minutes. C'est pour moi un défi impossible, parce que mes conférences durent 6 heures et 33 minutes. Mais je ferai de mon mieux, et je vais essayer de le faire de manière tout à fait accélérée. Lumière, je vous en prie. Toutes les lumières. Éteinte, je vous en prie. Éteignez tout, voilà, c'est bien, merci. Il y a quelques années, l'Union européenne, et de manière surprenante, avait effectivement lancé le prix Nobel de la paix. Vous voyez ici M. Barroso en recevant ce prix, ce lauréat, au nom de la communauté européenne, n'est-ce pas? Ils avaient reçu ce prix, ce lauréat Nobel. Bien, nous-mêmes, activistes et artistes, on était indignés parce que, comme nous le savions, la communauté européenne est devenue un château qui refoule et qui expulse des immigrants du monde entier. Monsieur Barroso, après avoir reçu son prix, est parti travailler avec Goldman Sachs. Voilà ce dont nous avions besoin de savoir de Monsieur Barroso.
Les images qui apparaissaient de l'Europe étaient absolument horribles, épouvantables. Ici, on se trouve à Lampedusa. Se trouve ici cette île italienne qui est devenue une prison en plein air, qui accueille 25 000 personnes en attendant qu'un pays européen soit suffisamment généreux pour les recevoir. Entre 15 à 20 millions d'immigrants sont parvenus en Europe et ils ont été systématiquement, criminalement refoulés par l'Union européenne, malgré qu'ils représentaient à peine le 0,0003% de la population totale. Le pape, le Saint-Père, avait dit que la mer Méditerranée était devenue le cimetière le plus grand en Europe. Ceci est une intervention publique du ONG turque, une installation, une performance impressionnante en Méditerranée pour rendre hommage à tant de vies perdues. Cette crise, cette soi-disant crise d'immigration était invisible jusqu'au moment de cette image obtenue par une journaliste turque et qui a été recueillie par plus de 5000 médias dans le monde entier. Et subitement, on a mis un visage à ce problème d'immigration en Europe. Cette image était composée de 5 autres séquences. On avait découvert que cet enfant avait 3 ans. Il s'appelait Alan Kurdi. Il était syrien d'origine, kurde, et il était mort avec sa mère, son frère et avec d'autres 30 personnes sur sa barque. Seul le père a survécu. Et il venait d'une ville syrienne, kurde, appelée Kobani. Voilà les séquences de cette image qui a changé l'histoire parce qu'on a changé l'image de cette crise, de cette soi-disant crise d'immigration mal intitulée. Vous voyez là le père face à sa maison au numéro 5. Kobani est complètement détruite. Presque un énorme pourcentage de la Syrie est détruite aussi. C'est pourquoi il y a tant d'immigrés provenant de la Syrie. Cette image est terminée sur le quotidien Independent, un quotidien britannique, et comme je vous avais annoncé, dans des centaines et des milliers d'autres quotidiens du monde entier. Subitement, grâce à Alan Kurdi, on a découvert cette crise. Le monde a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Ils ont montré cette image sur le premier plan et avaient écrit un article en première page. D'autres quotidiens.
La stampa de Torino avait probablement l'article le plus beau, le plus poétique de tous. Le titre était « La plage où meurt l'Europe ». La plage où meurt l'Europe. Il avait été écrit par Mario Calabrese, qui était l'éditeur justement de ce quotidien, La Stampa de Turin. Cette image aussi est parvenue aux réseaux sociaux et des milliers ont défilé par nos téléphones chaque semaine. Ça, c'est le pouvoir d'une image, de changer la réalité. Ce tweet indique on l'a laissé s'endormir et maintenant le temps est de se réveiller. Des artistes ont repris cette image. Vous voyez, cet artiste en Inde avait créé cette sculpture en sable sur une plage. Honte, 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 voilà le message écrit. Un groupe avait fait une performance, un acte d'art sur une plage marocaine. À Gaza, Palestine occupée, une école de petits-enfants avait rendu un hommage à Alan Kurdi. On se demande combien de ces enfants sont-ils encore vivants aujourd'hui. Ça, c'est une peinture sur mur à Francfort. Une autre peinture sur mur à Sao Paulo, Brésil. Ça, c'est une sculpture à Helsinki, pardon. Et ça, c'est Tsai Weiwei, cet artiste chinois qui avait décidé de reproduire ce moment-là où on avait capturé cette image, Alain Kurdi sur cette plage. Il a été rapidement critiqué et on demandait, M. Weiwei, sont morts plus de 75 personnes dans cette même plage, en plus de l'enfant. Pourquoi vous avez eu besoin de mettre, votre corps sur ce sable? Je travaillais avec plusieurs ONG en essayant de réunir des fonds pour recevoir les très rares immigrés acceptés par l'Union européenne. J'étais fasciné par cette image, cette plage, et nous l'avons modifiée, nous avons recréé une plage, mais nous avons illuminé le corps de Alan Kurdi. Et avec cette image, j'ai fait une œuvre appelée Le Cadeau. Et c'était un cube bleu que nous avons imprimé 15 000 copies et nous sommes sortis dans la rue, dans ce cas-là à Bâle, en Suisse, l'une des villes les plus riches en Europe, et nous les avons distribuées avec 37 bénévoles. Et on leur disait simplement aux personnes, nous souhaitons vous offrir un cadeau. Et ce cadeau avait une description qui disait, veuillez ouvrir par ici. Et en ouvrant, apparaissait un texte qui disait, attention, ce cadeau peut vous changer la vie. Et il explique la vie, et il explique l'histoire de l'image et la situation de cet enfant. Et on demandait alors, veuillez ouvrir complètement cette cage et veuillez la reconstruire de manière que l'intérieur se montre à l'extérieur. Et on obtient ceci. Et c'est un cadeau de l'artiste à 15 000 personnes pour rappeler ce moment de la crise, et dans la partie inférieure, il y avait une information sur l'ONG très nouvelle qui s'appelle MOAS.
et que c'est une station d'aide pour les immigrants. Vous voyez là son site web. Et c'est pourquoi je souhaitais prendre des fonds pour moi, parce qu'ils font un travail merveilleux, cette ONG, qui travaille avec les problèmes de la loi européenne qui ne permet à quiconque s'accrocher à un bateau dans la Méditerranée avant que celui-ci ne commence pas à couler. Si vous vous rapprochez à ce bateau avant qu'il coule, vous pouvez être condamné pour trafic. Et moi, souhaitais trouver une solution à ce problème parce qu'effectivement, quand la barque commence déjà à couler, c'est trop tard. Alors, ce que fait Moas dans ce cas-là, c'est qu'ils ont des drones. Pas ces drones qui tuent plus de 6000 personnes. Non, ce sont des drones qui surveillent la Méditerranée. Et lorsqu'ils observent des indices d'un naufrage possible, ils envoient l'information immédiatement à Rome et demandent l'autorisation pour agir. Rome octroie l'autorisation et Moas envoie leur propre bateau pour essayer de sauver ces victimes. C'est un travail extraordinaire qu'ils réalisent. C'est pourquoi les bénévoles expliquaient le projet et ne demandaient pas d'argent. Et simplement, les personnes pouvaient prendre ce cadeau sans engagement. L'idée était que, espérons qu'ils pouvaient ensuite envoyer un peu d'argent à Moas de manière électronique. Et nous avons réuni un peu plus d'1 million d'euros, mais surtout ce qui m'intéressait, c'était la conversation entre ces bénévoles et le public, parfois allant jusqu'à 40 minutes, en parlant sur cette question des immigrants. Ensuite, nous avons fait le même projet en Italie, où aussi apparaissaient tous les jours des corps sur les plages. Ces réfugiés, ces 15 à 20 millions refoulés par l'Union européenne, se trouvent aujourd'hui dans 3 pays, en Turquie, Jordanie et au Liban. Et ces camps de réfugiés sont financés par l'Union européenne avec des billions de dollars, car l'Union européenne préfère les avoir éloignés, payer cet argent au pays plutôt que d'investir pour les accueillir. L'invasion russe, outre la tragédie et tant de morts invisibles, aussi avait créé un exode impressionnant en Europe. Et on estime qu'entre 15 et 20 millions d'Ukrainiens se sont réfugiés dans des pays européens. Et par miracle, à ce moment-là, l'Europe a ouvert ses bras pour recevoir ces immigrants ukrainiens. Même Bruxelles a changé la loi en permettant à ces immigrants de travailler dans les pays où ils avaient été effectivement abrités pendant 3 ans sans avoir de papier. Un traitement humain et digne comme mérite tout être humain. Malheureusement, pas tous les immigrants sont égaux. Alors je me demande, ces 18 millions d'immigrés qui sont refoulés par l'Europe malgré avoir fait cette traversée incroyable qui parfois dure des mois et qui se trouvent actuellement dans ces camps de réfugiés au Liban, la Jordanie ou en Turquie, eux, ils voient les informations sur leur portable, sur la télévision, et on voit comme l'Europe ouvre ses bras pour accepter les Ukrainiens. Ils se demandent pourquoi
Et cette question devrait nous torturer à nous tous. C'est un deuxième assaut contre leur humanité. D'abord, ils ont été refoulés et puis maintenant, ils voient comment d'autres sont acceptés, mais pas eux. Avec les Ukrainiens, nous avons 920 millions de réfugiés dans le monde entier. Et selon le World Bank, dans son rapport, ils vont atteindre 500 millions en 2050. La ville de Munich, l'année passée, m'avait invité à faire un projet dans la Pinacothèque d'art contemporain. Munich est une très belle ville, mais elle a le problème d'être la capitale de la Bavière, qui est l'État le plus nazi de l'Allemagne. Et c'est très fréquent de trouver ce type de manifestation nazie dans la ville de Munich et dans tout son État. Ce sont des milliers et des milliers qui souhaitent l'expulsion des immigrés d'Europe et de fermer les frontières allemandes. Et même de sortir de la communauté européenne. Pendant cette crise, l'Allemagne avait été l'exception grâce à Merkel. À un moment donné, Merkel a supporté cette pression. Elle provenait elle-même de l'Allemagne de l'Est. Elle avait une certaine sensibilité à cet égard et elle avait fait un discours extraordinaire où elle dit « nous pouvons le faire, nous les Allemands ». Elle avait ouvert les portes de l'Allemagne et l'Allemagne avait reçu alors 1 million d'immigrants. Et pour un moment précis et par miracle, l'Allemagne était devenue où chaque immigrant de l'Europe souhaitait, chaque immigrant souhaitait aller en Allemagne. Et c'est là où on a vu ce type de manifestation en Allemagne. Malheureusement, ce modèle allemand, qui a duré simplement une année, n'a pas été suivi par aucun des pays européens. Vous voyez la pinacothèque que je citais auparavant? J'ai décidé de travailler dans cet espace public où il n'y a pas de tickets à acheter pour rentrer dans le musée, c'est gratuit. Et j'ai répondu à cette crise d'immigration et à cet acte de Merkel avec un projet qui se trouve devant vous. Nous avons peint les colonnes, la partie inférieure des colonnes de cette pinacothèque avec les couleurs du drapeau allemand et nous avons installé au centre une sculpture qui consistait en 1 million de passeports allemands. Les autorités d'immigration m'ont demandé de les protéger avec une vitre haute sécurité, ce que nous avons fait. Et se trouve ici, effectivement, ils sont exactement 1 million au total. Et cette installation mesure 7 mètres par 7 mètres et avec 80 cm d'auteur. Pourquoi 1 million de passeports? Eh bien, en réalité, ce million de passeports fait allusion à 2 millions. Le premier million, c'est ce geste généreux de Merkel qui donne la bienvenue à 1 million d'immigrants qui arrivent à son pays. Mais 2 ans plus tard, il y eut des élections en Allemagne. Et 1 million de votants de CDU de Merkel a abandonné son parti et il est parti au parti néo-nazi et elle a perdu les élections. C'est pourquoi avec ce projet, je souhaitais poser une question aux Allemands. Dans quelle Allemagne souhaitez-vous vivre? Dans l'Allemagne généreuse
avec 1 million d'immigrés que vous avez acceptés, ou dans l'Allemagne, qui a permis que ce million de voteurs de CDU est parti vers un parti extrémiste et qui permet qu'il y ait plus de 100 représentants de ce parti nazi dans le Parlement allemand. 1 million de passeports allemands. Et l'Europe continue à construire des barrières et ceux qui parviennent à ces côtes continuent à mourir. Le 6 avril 1994, il y a exactement 30 ans, l'avion qui amenait le président de Rwanda, Burundi, a été attaqué sur Kigali. Et ça avait été le signal pour lancer un génocide, pour commencer le génocide. Dans ce génocide, 1 million de personnes sont mortes en moins de 100 jours. Vous voyez là la revue Newsweek qui, chaque semaine, ignore olympiquement ce qui a lieu à Rwanda. Ici, ça fait 300 000 morts. On était à 400 000, 500 000 et toujours pas de nouvelles. 700 000 morts, toujours pas de nouvelles. Voilà les portraits de Newsweek Magazine depuis le 6 avril quand commence le génocide jusqu'à la fin de juin où se termine ce génocide. 17 semaines après, le 1er août, finalement, Newsweek lui offre une première page à ce qui s'est passé au Rwanda. J'ai visité Rwanda au mois de juillet. Je voulais être témoin de ce génocide et là, j'ai développé une série de projets en plus de 6 ans, 25 projets auxquels je veux montrer très rapidement 3 de ces projets-là. Le premier, c'était un cimetière pour rendre hommage au peuple du Rwanda. C'est un mémorial. Chacun de ces volumes, il y a des archives avec des images que j'ai obtenues du Rwanda, qu'on ne peut pas voir. Les caisses ne peuvent pas s'ouvrir, mais il est important de savoir que chacune de ces caisses a des images. Il y a seulement des descriptions qui décrivent cette image qui se trouve à l'intérieur. Ma logique était une logique à l'envers. Je disais, on vous a montré ces images et vous n'avez pas réagi. C'est comme si vous ne les aviez pas vues. Maintenant que je les cache, peut-être vous allez les trouver et les voir bien mieux. Voilà la logique de ce projet. Et dans ces caisses, dans ce mémorial, il y avait plus de 500 images du génocide que nous avons vues, mais que nous n'avons pas voulu regarder. Au fond, je ne les cache pas. Je voulais tout simplement les préserver pour un moment, pour l'avenir, où notre société soit capable de voir ces images et de réagir pour démontrer qu'on est des êtres humains. Le deuxième projet,
était un mur avec un texte qui racontait l'histoire de mon voyage à Rwanda où j'ai connu une femme et s'était réfugiée dans une église et elle avait été témoin du massacre de plus de 100 personnes avec un grand couteau. Elle a pu s'échapper avec une fille bien que son mari, son autre fils, est mort. Et je raconte l'histoire dans ces lignes-là et j'invite le spectateur de rentrer dans une autre salle où il trouve avec une table, avec une lumière où se trouve 1 million de diapos. Et autour de la table, il y a des loupes qui permettent de voir de près les images. Et c'est là où vous vous rendez compte, quand vous vous trouvez à 1 centimètre de cette image, que c'est la même image répétée 1 million de fois. Les yeux de Guté Tederimka qui a vu ce génocide que nous n'avons pas voulu voir. Alors là, l'idée était de transformer cette chiffre abstraite de 1 million avec une histoire réelle, avec un nom, avec un parcours, et qu'elle représente ce million de morts que nous n'avions pas voulu regarder. Les yeux de Guté Temerita. Et le dernier de ces projets, ça s'appelle 6 secondes. C'est une boîte de lumière avec une image à l'intérieur qui est complètement, qu'on ne voit pas clairement. Et dans l'un de mes parcours, j'avais visité un camp de réfugiés et on m'avait parlé de cette fille qui avait vu effectivement ses parents comme ils avaient été tués avec une machette. Je me suis rapproché d'elle et évidemment elle se trouvait très mal et je n'ai pas parvenu à lui faire la première question qui s'est retournée, elle est partie. Et immédiatement j'avais une petite caméra et j'ai pris cette photo non focalisée. Très rapidement. Et pendant 5 ans, en créant ce projet Rwanda, je réfléchissais sur cette image. Mais comme architecte qui fait un travail aussi précis, je ne pouvais pas utiliser une image non focalisée. Je sentais que cette image avait un énorme potentiel, mais puisqu'elle était non focalisée, je ne parvenais pas à l'appréhender jusqu'à un jour où, vers l'an 2000, au bout de 6 ans et au point de terminer effectivement ce projet, m'est arrivée l'idée. Et j'ai pensé, Alfredo, c'est l'image la plus importante de tout ton projet de 6 ans. Et précisément parce qu'elle se trouve non focalisée, parce que tu ne peux pas expliquer à quiconque, aux personnes que tu ne connais pas, ce qui a lieu à Rwanda. Tu n'es qu'un intermédiaire, mais un intermédiaire, effectivement, qui n'a pas eu de succès, parce que c'est impossible de pouvoir transmettre la vérité de cette image. On n'est que des intermédiaires ratés. Et on s'est rendu compte que cette image avait plus de vérité, effectivement, que toutes les autres, parce qu'elles étaient tout simplement non focalisées. Et que finalement, tout ce qu'on raconte est complètement non focalisé. Et tristement, un génocide nous amène vers un autre génocide. Aux États-Unis, actuellement, une petite lumière est apparue avec les étudiants, avec les nouvelles générations. Et ils occupent les États-Unis et les universités. L'université de la Colombie, ils ont une force incroyable. Et ce ne sont pas seulement des Palestiniens qui sont en train, ce sont des Israéliens aussi, des musulmans, des Juifs qui proviennent d'autres
religion ou nationalité qui conteste. C'est toute la nouvelle génération qui effectivement est en train de crier haut et fort contre ce génocide qui a lieu sur nos téléphones tous les jours. Et ils le font pour se rebeller contre 40 000 morts, contre un système d'apartheid, contre l'occupation qui est là depuis 75 ans. Et aussi parce que toutes les universités à Gaza ont été détruites. Et la destruction, vous voyez ici la dernière des universités, la numéro 12. Et regardez dans quel état elle se trouve. Mais aussi les boulangeries, les écoles, les hôpitaux, tout a été détruit. Comme disait l'une des personnes précédentes, ce n'est pas de l'autodéfense. C'est un bombardement contre la population civile, de pure destruction. On m'a invité au mois de novembre à intervenir sur l'écran de Piccadilly Circus, qui est l'écran le plus grand qui se trouve dans le monde. C'est un écran qui fait de la publicité 24 heures sur 24. Et ma première intention était tout simplement de montrer un message, cessez le feu maintenant. Arrêter le génocide. On m'a aussi refoulé ce deuxième message. Toute allusion directe au génocide ou ce qui avait lieu à Gaza m'a été interdit. Car malheureusement, le visage pervers de la censure est arrivé aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Alors j'avais deux options. Ou abandonner carrément mon projet, ou tout simplement essayer de le rattraper, mais avec le langage, avec des mots. L'espace qui était offert était de 3 minutes tous les soirs, à 8h33. Et cela pendant un mois, pendant tout le mois de 2023. Et j'ai décidé finalement de faire ceci. C'est le titre d'un poème merveilleux de Edith Rich, qui est une femme poète des États-Unis. Et c'était un poème où elle-même dit « La réalité d'aujourd'hui a été détruite. Je suis au point d'un collapsus. Je ne peux plus écrire la poésie aujourd'hui. Ce soir, la poésie ne me servira plus. » Et cette phrase aussi négative, si tristement négative, a quelque chose de positif, parce qu'elle dit aussi que ce soir, la poésie ne sert pas, mais peut-être demain, elle pourra servir à quelque chose. Et pendant un mois, tous les soirs à 8h33, la publicité de Coca-Cola, de Samsung ou d'autres biens de consommation s'interrompait et arrivait cette phrase: ce soir, la poésie ne nous servira pas, pendant que continuaient à mourir des milliers et des milliers d'êtres humains à Gaza. Mais j'avais besoin d'aide en raison de la censure et parce que je ne suis pas écrivain ni poète, de parler. Alors, de manière parallèle à ce projet, j'ai invité des jeunes poètes du monde entier à répondre à ce projet, à cette idée que cette nuit, ce soir, la poésie ne sert pas. Alors, pendant un mois, chaque soir apparaissait un nouveau poème et qui était installé sur Instagram sur le compte de ce projet-là. Outre Piccadilly Circus, aussi on montrait pendant le mois de novembre à Milan, à Berlin, on montrait aussi cela, et à Séoul, Corée du Sud. Et ici se trouve le site web où nous avions tous les poètes qui tous les jours s'ajoutaient et participaient à ce projet. Je vais partager avec vous quelques poèmes et je vais terminer avec ça.
Parmi ces poèmes, j'ai choisi Joseph Aguajan et à Alian. Et où se trouve et à Cesino. J'espère avoir le son à présent, s'il vous plaît, pour écouter ce direct. Non, excusez-moi, il n'y a pas de son. Un moment, s'il vous plaît. Y a-t-il la possibilité d'avoir le son direct? Maintenant? J'ai connu la censure dans les années 70 et 80 au Chili pendant la dictature militaire. Il y avait deux écoles de pensée dans le monde intellectuel et artistique. L'un pensait qu'il ne fallait pas agir, qu'il ne fallait rien faire car toute action publique était comme banaliser la dictature. Et une autre école de pensée disait non, au contraire, il nous faut agir, il nous faut parler. Nous devons savoir quelle est la ligne rouge, ce qu'on ne peut pas dire, mais il nous faut intervenir pour être visible, être présent. Et moi, j'ai choisi ce chemin-là d'agir et nous avons appris à lire entre les lignes de manière poétique en pensant que ce que nous disions n'allait pas être intercepté par les militaires. J'ai jamais pensé que 40 ans plus tard, à nouveau, je devais faire face à la censure. Bien. Je vais à présent, un moment, voir si c'est possible ce son. No, es que el problema, el sonido sale de aquí, no sale de. Oui, le problème c'est que le son sort effectivement du support et pas de ceux qui parlent. Peut-être pourrait-on installer ici ce son, je ne sais pas. Bien, bonjour, mon nom Bouraka et Alfredo Jar m'a invité à lire le poème. Il s'appelle Date limitée et voilà ce que dit le poème. Les ombres des murs actuels, il y a une symphonie de silence qui règne sur les terres et où les rêves sont limités par des lignes d'oppression qui nous murmurent dans l'air. Mais j'ai des dates limitées dans mon cœur douloureux. Il y a cette demande silencieuse. On crie fort et à nouveau le monde les voit, mais au moins j'ai du deadlines au Congo dans la jungle où il y a tant de ressources naturelles, une narrative d'exploitation cependant s'est installée parmi la complexité de l'abondance où l'humanité disparaît. Il y a un cri de sauvetage, mais en tout cas j'ai des dates limitées
Dans les rues complètement détruites de Gaza, les rêves des enfants sont perdus à jamais et l'innocence n'est plus présente. L'ombre d'une barricade où l'ombre et la lumière d'une génération meurent. Cette réalité ne cesse de disparaître, mais au moins j'ai des dates limites, des lignes mortes en anglais, date line. Nous sommes en train de construire des ponts d'empathie. Nous souhaitons lancer des lumières face à cette nuit pour que la vérité puisse nous permettre d'établir des lignes sur les cadavres. Arrêtez, arrêtez, cessez le feu dès à présent. Merci. Yannan et mon poème s'appelle Révision. Je ne souhaite pas blesser les moineaux, ni fermer mes yeux et voir le feu et une mer de ciment. Je ne veux pas réaliser une évacuation qui n'est pas la mienne depuis le supermarché jusqu'à chez moi, jusqu'à l'aéroport. Voilà les normes, il y a une route et maintenant elle a disparu. Il y a une mer et tu ne peux plus boire son eau. Jusqu'à quel point peut-on supporter un enfant, un chien dans ses bras? Combien de temps pouvez-vous marcher? 10 secondes, 10 minutes? Si vous avez une mère, vous devez maintenant l'accompagner à l'abri. Je ne veux pas profiter de ce poème, mais je ne veux pas parler de moi, mais je dois le faire. Les normes ont été écrites. La rédaction est un panneau avec des milliers de personnes en suspens. Une fois, j'avais une grand-mère qui se souvenait et elle me demandait au téléphone: ton enfant a-t-il grandi? Est-il un bon garçon? Et je lui ai dit oui, et son nom c'était... Et jusqu'à quel point vous pouvez creuser dans la terre? Voilà les normes. Vous ne pouvez pas vous protéger des bombes. Il n'y a pas de bateau. Vous pouvez partir. Pourquoi ne partez-vous pas? Vous pouvez résister. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Au téléphone, ma grand-mère me téléphonait en me disant: tu es mon âme, tu es mon cœur. Et elle m'a demandé si je souhaitais visiter la Palestine à nouveau. Elle aimait une histoire, je l'ai racontée une fois de plus à un homme que j'avais connu, un étranger qui parlait l'arabe et qui m'appelait et qui me disait fille, sœur. Et il m'a emmené au point le plus surélevé et j'ai pu saluer Beyrouth depuis cette côte. Et lui-même qui était loin levait sa main en me disant: je suis en train de te saluer. Mais ce sont les normes, vous ne pouvez pas sortir. Si vous dites Raza, ce sont des normes écrites. Voilà, il y a des micros tout partout, je ne peux pas le chanter. S'il y a une caméra, je ne peux pas regarder la caméra. Cela est interdit, ce sont les normes. Si vous dites Raza, vous devez dire Raza, c'est ce qu'ils indiquent. Vous ne pouvez que regarder jusqu'où il n'y a plus de regard. Voilà les normes. Voilà le nom de ma mère, sa petite vie. Voilà ma grand-mère qui est morte il y a 5 ans. Elle m'appelle quand je ne l'attends pas. Clic-clic. Comment se trouve-t-elle? Laisse-moi saluer tes enfants. Mais qu'est-ce que je peux lui répondre? Je lui dis: ils vont bien.
Je prétends voir une mère, je prétends avoir un enfant, je prétends supporter jusqu'au point où on ne peut plus, on s'invente tous les jours parce que on se perd sous ce soleil qui tous les jours apparaît puis disparaît. Dans tes yeux, dans tes micros, dans ton téléphone, je lui dis, il va bien, Inch'Allah. Grâce à Dieu, mon enfant marche et ensemble nous prions pour la mère et pour l'enfant. C'est incroyable, il a beaucoup grandi. Bonsoir, mon nom est Javier Goma. On s'est mis d'accord de d'abord prendre moi la parole, puis Hamad il a un peu plus vite aussi pour respecter les temps. Nous avons été convainqués par un titre « Repenser le monde », décaper le langage, n'est-ce pas ? Qui est quelque chose que si on réfléchit, correspond à chaque régénération de l'humanité, que le fait de repenser le monde. Et cela me rappelle la métaphore que nous tous, nous avons vécue au moins une fois à l'an, quand on commence à respirer les fragrances, les arômes des fleurs, et l'on dit, une année de plus, le printemps est arrivé. Et c'est vrai que chaque année, il apparaît, mais il y a eu des changements substantiels entre le printemps de l'année passée, ce printemps, et ce changement substantiel est que nous sommes une année plus vieux. Et cela a lieu avec ce besoin, le mandat de repenser le monde, le fait que le monde, d'une certaine manière, est toujours le même, où les hommes et femmes vivent et vieillissent. Mais tout en étant le même, il y a un facteur temps qui nous oblige à revenir à cette nouvelle pensée, à repenser ce monde. C'est pourquoi j'aime comparer la science, qui surtout réfléchit sur ce qui est l'avant-garde, sur le dernier, sur la littérature, qui pense toujours sur ce qui est toujours là. La vérité de la science, c'est le laboratoire, c'est l'expérimentation. Où réside la vérité du littéraire? Où réside la vérité des parole qui nous permet de repenser le monde dans le laboratoire ou dans l'expérimentation du langage. Ce n'est pas la vérification empirique ni l'exploit, puisqu'on n'a jamais vérifié de manière empirique ni à Platon, ni à Dante, ni à Tolstoï, ni à Cervantes. Tandis que la vérification empirique provient de consensus lent de ce qui est beau par sa beauté, par sa dignité, gagne à travers les temps et qui nous aide à penser, à réfléchir ce monde. Quand on se lance dans le fait de penser quelque chose, on parle alors de philosophie. Hegel avait dit un mandat qui n'est pas aussi différent de celui qu'avait légué Albert Camus. Hegel disait, la philosophie, c'est se réapproprier de votre propre monde à travers la pensée. Réapproprier de votre propre monde, de votre maintenant, de votre printemps où vous êtes un an plus vieux, à travers la pensée. Mais maintenant, je vais me permettre de faire un petit changement. Certainement, Hegel ne serait pas d'accord et qui pourrait dire que la philosophie, en vérité, comme une modalité avec une plus forte conscience de la pensée, n'est pas patrimoine d'un groupe de personnes qui écrivent des livres de philosophie, mais bien que la philosophie appartient à tous les hommes et femmes qui, dans ce monde-ci, vivent et vieillissent. Parce que nous vivons dans un monde bizarre où les êtres humains ont une dignité d'origine, hommes et femmes, mais nous, effectivement, face au plus fort défi qui est la mort, nous sommes de futurs cadavres, de manière que cela provoque chez nous une question
très difficile à résoudre. Quand nous prenons ce verre, quelque chose d'aussi simple de prendre ce verre, cet acte n'est pas un acte pur. Un verre, évidemment, est quelque chose d'interprété, obligatoirement. Les hommes et les femmes, on ne perçoit pas l'état pur, on perçoit à travers l'interprétation des choses. Un grec regarde dans la rue, voyait les étoiles dans le ciel, il contemplait, parce qu'il contemplait véritablement le lait d'Hercule au moment de prendre le sein. De là, la voie lactée. Et maintenant, nous sortons dans la rue, on voit exactement la même chose et nous l'interprétons comme une partie d'hydrogène et nous avons changé l'interprétation parce qu'on ne peut pas vivre sans l'interprétation. L'interprétation est fondamentalement, effectivement, poétique. Nous, tous les êtres du monde, nous sommes dans une pensée philosophale. Et comme on ne peut pas vivre sans interpréter, on est toujours des philosophes insuffisants. Nous n'avons pas toutes les pièces du puzzle. Nous vivons toujours en tâtonnant. C'est pourquoi n'importe qui peut nous aider à mettre une pièce de plus dans ce puzzle qui est toujours incomplet est bienvenu. Et c'est le moment là où commence à avoir un certain sens, à mon avis, la fonction de ces individus un peu étranges, minoritaires et errants, qui sont ceux qui écrivent des livres de philosophie, ou, selon ce que je viens de dire, n'auraient d'autres objectifs plus importants que d'aider avec leurs livres à que tous les hommes et femmes qui sont véritablement des philosophes et qui sont aussi des philosophes insuffisants, avec l'aide des livres écrits par ces individus un peu bizarres qui sont auteurs de livres de philosophie, pourraient contribuer à repenser le monde et à faire de la vie un endroit plus digne à vivre, avec une interprétation du monde plus consciente, plus belle, plus digne, plus structurée, plus raffinée, moins vulgaire. Et maintenant, le concept de décapé, qui est aussi mentionné par Camus dans son texte. Nous parlions de ces individus minoritaires qui écrivent des livres de philosophie, et d'une certaine manière, un individu qui écrit des livres écrit des essais, de la poésie, du théâtre, des romans, du journalisme. Et dans le fond, c'est quelqu'un qui va fonder, qui va réunir des mots. Et maintenant, en parlant espagnol, aucun des mots que j'utilise ont été inventés par moi. Je les prends de la part d'une communauté qui progressivement a créé des paroles toutes conventionnelles, ces zones arbitraires du signe, n'est-ce pas, où, s'ils n'ont pas inventé les mots, ont doté de signification des mots qu'il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois n'existaient pas, ou n'avaient pas cette signification. Et j'ai toujours été conscient que la tâche d'un écrivain est surtout ou bien d'inventer des mots, ou doter de significations différentes les paroles, ou même inventer des métaphores qui sont des inventions du monde, à travers lesquelles on invite le citoyen aussi d'interpréter son monde. Quand j'écris mon livre « Dignité », conscient de l'importance de cette petite réunion de paroles, j'avais utilisé les miennes. Je viens de le dire, elles sont à peine 30 et quelques, ces mots. Imitation, exemple, exemplarité, modèle, prototype, mortalité, individualité, état éthique et expérience de vie, universel, concret, commun des mortels, réseau d'influence mutuelle, théâtre de la finesse, dignité, vulgarité, gagner son pain. Libération et émancipation, vision, culte et cœur guéri, apprenti, enthousiasme, sublime, état
sublime. experiencia y esperanza, Expérience et espoir, nécessaire mais impossible, caché, mortalité prolongée, littérature conceptuelle, image de la vie, philosophie sur scène, inconsolable. Depuis que j'ai publié ce livre, depuis 2008-2009, j'ai ajouté encore certains mots à cette liste que je viens d'évoquer rapidement. C'est pourquoi une façon de parler, de décaper le langage, d'ôter ces couches qui sont de trop à ce langage que l'on poursuit, c'est de nous dévêtir des significations ou des métaphores qui ont perdu leur signification et qui ne nous aident pas pour repenser ce monde et proposer de nouveaux mots, de nouvelles significations et métaphores avec l'attente d'avoir vu juste avec ces significations et ces mots et qui puissent durer dans le temps pour que peut-être un jour puissent être prêtés par des générations futures. Et voilà l'idéal de cet écrivain de livre, de pouvoir aider à ces citoyens qui, dans 20, 30 ans, puissent interpréter davantage leur vie et que cette vie soit bien plus digne d'être vécue. Il ne s'agit donc pas de faire ce qu'avait fait Adam au paradis, selon le Genèse et qui avait été mis en musique par Bob Dylan, de mettre des noms aux choses comme si nous étions les premiers arrivés. Puisque les premiers, s'ils ont existé à un moment donné, c'était quelqu'un qui, dans tous les cas, a contribué à mettre les premiers rudiments à un langage qui est une création conventionnelle et collective. Et moi, je préfère un vers très beau de Juan Ramón Jiménez, notre poète espagnol prix Nobel, qui disait « Intelligence ». Mais le mot exact aux choses. Donc, l'intelligence, il l'interprétait comme de mettre le mot exact. Donc, à ce que tu sens avec le cœur et ce que le cœur reproduit avec justesse, ce dont le cœur a besoin pour interpréter un monde et pouvoir vivre selon cette interprétation. Décaper le langage, c'est un mandat que nous offrait Albert Camus. Mais moi, j'ose aller un peu plus loin. Et tout de suite, pour terminer, je dirais que décaper parfois, non pas le langage ou un langage, mais bien décaper tout langage. Le langage en majuscule, comme outil de communication. Dans la théorie de la pensée philosophique, le langage, depuis les pré-Socrates jusqu'à présent, ça a été l'outil privilégié de l'interprétation du monde, celui qui nous a aidé à réfléchir le monde. Mais le langage est très utile et qui est très beau et qui nous permet parfois donner des ailes au cœur pour nous élever vers le haut. Le langage, cependant, a un problème, c'est qu'en termes philosophiques, c'est un universel abstrait. Dans le langage, je ne peux pas dire ce verre, parce que le verre, le mot verre est toujours abstrait. Il faut que je dise celui-ci, celui que je vous montre. Donc, d'une certaine manière, le langage dit tout moins l'essentiel, parce qu'il y a toujours quelque chose qui est le plus individuel et personnel, qui se résiste à sa conversion à l'abstrait. C'est pourquoi le langage, qui a été un outil privilégié de compréhension de la qualité depuis Parménide jusqu'à Foucault, a le désavantage, malheureusement, qu'il ne réfléchit pas bien ce qui est le plus exclusif de l'être humain, qui est la dignité. Donc, c'est pas étrange qu'au XXe siècle sont apparus des courants alternatifs à ce langage pour chercher des façons de réfléchir non linguistiques et non philosophiques. Il y a eu ceux qui ont mis au centre de leur méditation le concept de silence. Il y a d'autres qui mettent au centre de ces réflexions le concept d'oration. Et d'autres qui mettent au centre le concept d'expérience de vie, qui, comme expérience qui a des composantes linguistiques, n'est pas linguistique en soi.
Je vais mentionner ici quelque chose que j'ai effectivement développé, je vais que le mentionner rapidement, et après il y a l'art. L'art a un langage linguistique, par exemple, mais il y a d'autres éléments qui n'est pas nécessairement linguistique, même dans les formes artistiques, qui fait de la littérature, la poésie formée par des mots, mais qui se résiste à être fermé dans cette geôle du concept. Le concept n'est pas le lieu commun de ce qui est artistique. L'artistique peut permettre la pensée, mais ce n'est pas une succession de concepts. C'est pourquoi il est beaucoup plus près à cette idée que j'aime tellement, cet universel concret. Nous avons vu la réflexion, par exemple, d'Alfred, qui est une réflexion qui nous oblige à penser, mais qui, sans être véritablement une exposition conceptuelle, peut produire une éducation sentimentale qui peut nous aider à interpréter mieux le monde. Moi, je me permets de dire une chose concernant ce qui a été dit par Alfredo, qui ne prétend pas, je ne prétends pas le corriger, mais simplement donner un autre point de vue. C'est que tout simplement, toutes les images que nous a montrées Alfredo répondent à l'une des caractéristiques typiques du progrès moral. Les peuples progressent à travers les mots, les choses. Pardon, à travers effectivement de ce qui est désagréable. Maintenant, je ne parle pas de quelque chose du dégoût. Les peuples avancent à travers le dégoût, par exemple. En Europe, depuis les peuples préhistoriques jusqu'à l'Europe du XXe siècle, jamais on n'avait senti autant de dégoût à l'égard du viol de la dignité des personnes à travers les migrants. Et ça, c'est aussi, malheureusement, un progrès moral. Je ne dis pas déjà le dégoût que cela a provoqué en Afrique. En Europe est apparu ce dégoût face au viol de l'immigrant. Jamais l'immigrant, auparavant, n'avait été reconnu comme ayant une dignité indépendamment de sa race, sa religion, de sa richesse, de sa couleur ou de ses croyances. Et je vous invite, je parle de la culture européenne, parce que je ne veux même pas parler d'autres cultures. Depuis Platon, Socrate, Rome, le Moyen-Âge, romanticisme, modernité, postmodernité, des textes où jamais n'ait pu sentir ce dégoût semblable, collectif que nous sentons aujourd'hui en Europe lorsque on viole la dignité d'un immigrant. Et ce dégoût, ce qu'il démontre, c'est que pour la première fois dans l'histoire, on le reconnaisse, et on n'avait jamais reconnu cela, une dignité innée de l'immigrant, soit-il à l'intérieur ou à l'extérieur des frontières, qu'ils viennent d'une race ou une autre, parce qu'on tend au fait de considérer une seule race, l'être humain, et en principe la dignité. Il y a 100 ans, pendant des siècles, pardon, je corrige monsieur, les femmes étaient violées. Mais ce viol était transparent parce qu'il était directement compris dans une culture de domination masculine. Et ils avaient un autre nom, on parlait d'esclaves, n'est-ce pas? Ou de concubines, mais systématiquement dans le corps d'une femme, ce n'était qu'un viol. Maintenant, à travers le 19e siècle, à travers les romans plutôt que la philosophie et surtout à travers la fiction du théâtre, la société européenne, j'insiste, maintenant je ne me limite qu'en Europe, a commencé à sentir un dégoût de ce qui était avant transparent, non visible. Et ce dégoût a provoqué une transformation sociale. C'est pourquoi le dégoût que nous provoque ce que nous voyons à travers ces images est véritablement un dégoût créateur, parce qu'auparavant on ne l'avait jamais ressenti ainsi. Et ceci en ce qui concerne l'art.
il y a un art qui oblige à penser sans être conceptuel. Et cet art qui oblige à penser pourrait être une façon alternative au concept linguistique dominant pendant très longtemps en Occident. Et ensuite, il y a le concept d'exemple. Et là, on a beaucoup écrit sur ces exemples. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui peut être l'exemple qui, tout en étant ce qui est exemplaire, parce qu'il peut se répéter, et ceci, j'ai un exemple, par exemple, de dignité, d'un témoignage du dégoût que cela provoque le viol de l'immigrant. Et cela provoque un désir de répétition, de rendre universel, non conceptuel, à la prédominance du concept. Et je termine par la philosophie du concept, ou repenser avec une pensée non conceptuelle, rien contre le concept, parce que je gagne mon pain en écrivant des concepts, mais peut-être repenser le monde et, selon les paroles de Camus, embrasser la totalité de façons de penser le monde pour que, entre tous, on puisse à nouveau donner le nom exact des choses. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a le temps pour continuer ou parler un petit peu. On a le temps. Je suis honorée d'être ici pour la deuxième fois et j'ai décidé de parler en arabe, même que ce n'était pas prévu. Mais merci pour votre générosité. Et j'ai pensé à parler en arabe parce que je pense qu'on peut construire une image stéréotype à travers la langue. Et on peut aussi déconstruire le mal parmi les évaluations à travers la langue aussi. Et j'aimerais beaucoup de partager quelques idées en parlant en arabe parce que je trouve que c'est une langue magnifique et je vais partager ça avec Malak, deux femmes arabes devant vous. Donc, et je vais parler pourquoi ma langue était déchirée pendant 4 ans dans la guerre, bien sûr, et pourquoi j'ai pensé de réinventer le silence et pour affronter ce monde monstrueux. Et j'ai parlé sur mon expérience en tant que journaliste et romancière et activiste. Donc, on commence avec Malak. Je vais parler en arabe maintenant. C'est une musique magnifique. أنا راح أحكي بالسوري لأنه أنت بتفهمي عشان الفصحى. بدي أحكي كيف تنقلت بلغتي بين اللغة الصحفية والروائية والسياسية بتوثيق المجازر. Veuillez vous raconter comment est-ce qu'il est passé de ce langage politique et comment est-ce que les différents génocides l'ont amené à changer de langue. Elle va commencer comment elle a utilisé les mots pour manifester la douleur, la souffrance. Comment Alfredo nous a parlé de la souffrance, nous a parlé de l'enfant, il nous a montré la photo. Yamit va nous parler plutôt d'une expérience qui s'est passée là où elle vit.
تطور إنسانيتنا. Et l'autre collègue nous a parlé du rôle de l'horreur, des génocides dans le développement de la personne. هذا كتبته بكتابي وأعتقد موجود في الإسباني بالفرنسي موجود Les Portes de Néant. Eso ya lo he escrito en su libro, Le Port de Néant. Et ceci apparaît déjà dans le livre Le Port du Néant. في قرية سراقب لما سقط فوقنا 20 صاروخ بلا توقف. Estaban antes en su aldea en 2000. Ils étaient chez lui, ils étaient chez eux quand donc quand beaucoup de bombes, en fait, ils ont été bombardés et de manière discontinue. Alors, elle était là-bas, elle devait venir se rendre à l'hôpital pour rencontrer les blessés. Alors, elle considère qu'elle est romancière, qu'elle est artiste, mais quelque part, elle était dans l'obligation d'intervenir dans cette guerre. Elle veut nous parler de la beauté et de l'horreur. Elle a vu un enfant qui était vraiment très 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 beau, et cet enfant avait un trou noir au milieu de sa poitrine. Alors, de le regarder avec un sourire, on dirait que l'enfant le souriait. Alors, l'enfant était en train de mourir. Elle croyait qu'elle allait sauver cet enfant, mais l'enfant était en train de décéder sous ses yeux. Alors, cet accident l'ont amené à penser car nous avons besoin de la beauté, de l'art et de la poésie. Alors que nous vivons dans l'horreur, بدل أن أستخدم اللغة الصحفية اللي اعتدت أن أنشر مقالاتي فيها قررت أن أكتب كتاب شعري. Alors, au lieu d'écrire un article comme elle le fait normalement, elle a décidé d'écrire un livre. كنت أوثق حقيقة ما يحصل ولكن أستخدم نفسي كروائية. Alors, elle décrivait la réalité, mais en utilisant ou à partir de son approche de poétesse et d'écrivaine. C'est une méthode, c'est une manière de faire évoluer, de modifier les mots. C'est une autre manière de donner un autre récit, de créer un autre récit. Car vivre avec l'horreur, en fait, demande beaucoup de beauté et beaucoup d'imagination. Eso era todo lo contrario de otro libro que ha escrito que se llamaba 19 mujeres. Et c'est le contraire de notre livre, un autre livre qui portait par titre 19 femmes. Alors dans ce livre-là, elle a essayé de décrire tout ce que les femmes syriennes ont su supporter pendant la guerre. Des femmes qui ont pu survivre à des actes de violence, à des génocides. Car les langages ou les paroles
venait d'une femme qui a pu surmonter cette douleur. Alors surtout, quand ces mots-là viennent de femmes activistes, alors, c'est le langage que j'ai utilisé, c'est neutre, mais en même temps en mettant donc du sel dans ces paroles neutres. C'est le seul mot, car quand une femme est en train de te raconter, quand l'armée est rentrée, quand toutes ces femmes-là ont été violées, face à ces paroles, ou comment les femmes vivaient sous le système de Bachar el-Assad, quand une femme te dit « on était en train de me violer » par quelqu'un qui faisait partie de l'armée, une armée qui était là pour me défendre, pour défendre mon pays. Alors c'est pour cela qu'elle nous dit toujours qu'elle doit inventer de nouvelles formes, d'autres formes de récits. Mais l'idée du silence, dans le langage du récit, c'est une expérience qu'il a développée lors de son dernier roman. Elle s'est posé la question de savoir comment dans ce monde dont on parle, qui est dans toutes nos paroles, comment est-ce que je peux donner à quelqu'un d'autre l'opportunité de rester en silence, du silence dans ce monde. Car ce monde où il y a beaucoup de bruit, dans ce monde-là, on a besoin de silence pour regarder, pour observer. Elle veut le silence. Elle veut nous donner un exemple sur l'étranger de l'Albert Camus de ce silence, de ce qui est ce silence. Elle a appris le français tout récemment par le biais de la philosophie, par le biais de la poésie. Alors quand elle a lu la première phrase, donc hier, ma mère est morte, elle se rend compte que l'on parle du silence qui va arriver plus tard, juste après cette image, cette phrase, un temps pour sentir. Et tout cela est contraire à ce que nous vivons actuellement. Actuellement, nous vivons dans ce monde qui est plein d'images, avec des photos, avec des images. Et quelque part, étant donné que nous travaillons sur un récit, pour donner, pour apporter la mémoire, pour laisser ce récit, elle croit que ce que nous vivons, c'est que notre génération est en train de vivre et que quelque chose qui amène à oublier, à effacer cette mémoire.
Il faut donner l'opportunité au silence, il faut ouvrir la porte à ce silence pour que le lecteur السرعة العنيفة اللي بنعيشها بعالمنا الأوجدت الثورة الرقمية. le lecteur trouve un temps pour s'écarter, pour s'éloigner de la technologie, de l'évolution technologique qui nous entoure. لذلك أنا بعتقد إنه التجربة اللي عشتها بين توثيق الحرب والثورات وبين كتابة الرواية. C'est pour cela qu'elle croit que ce qu'elle est en train de faire, c'est-à-dire écrire ce qui se passe, les conséquences de la guerre et son roman, alors tout cela l'amène à penser ou lui donne le temps de penser. Nous donne à penser que la meilleure manière lui l'amène à penser qu'on donne du temps, que quelque chose va arriver et on donne le temps à ce quelque chose. Elle est très pessimiste. Elle croit que ce qui nous attend est un monde noir. Sans acte, sans se défendre avec des mots, ou sans que nous puissions nous défendre avec les mots. Elle croit qu'on va vers la destruction de l'être humain. Et c'est pour cela qu'elle continue à penser au poids, à la force de mots, à la force de la poésie. Ah, c'est vrai, on a le temps. J'ai pensé, c'est fini. Non. Est-ce que j'ai toujours pensé que la réalité est beaucoup plus forte que la fiction? Et donc, comment tu as passé de ta fiction à la réalité? Est-ce que tu es retourné vers la fiction ou tu es resté dans cette réalité que tu as essayé de représenter? Ouais. Mais c'est une question très difficile pour moi parce que j'ai passé un temps... c'était pas facile, mais c'est la force de la liberté et la justice. J'ai pensé tout le temps que je ne peux pas arrêter. Je dois continuer, je dois lutter contre ça. Et dans mon cerveau, c'était... j'étais déchirée. Vous avez raison, j'étais déchirée. Chaque fois, j'étais comme... je ne sais pas comment on dit ça. C'est le silence maintenant, je dois utiliser le silence. Et, j'ai passé la mort, et après j'ai vécu, comme ça, c'est comme le... je ne sais pas comment on dit ça. C'est le silence maintenant, parce que je n'ai aucun mot pour exprimer moi-même maintenant. C'est difficile de parler sur moi. Je ne peux pas. Parce que je pense que je vais arrêter mon travail. Je vais arrêter de travailler pour les autres, pour les victimes. Ça sera très pénible pour moi. Donc, comment passer... J'ai pensé vraiment, c'est le seul mot qui m'arrive maintenant quand je parle, c'est la justice pour les autres. C'est la justice.
la force de la justice, vraiment. Ouais. Ouais. Merci. Je crois qu'on va en rester peut-être avec ce silence et la force des mots finalement que chacun d'entre vous ou des images vous avez données à travers cette idée qu'on vous posait de que signifie donc décaper ce langage et dans cette réflexion que chacun de façon très différente vous avez donnée, mais qui, moi je resterai sur cette idée de silence dans cette volonté d'élan de justice. Merci à vous trois. Merci. Merci.